62. Dans l'istiqlal de l'indépendance. 62, c'est fini les gitans. Tout il est parti. Alors, je m'appelle Abdelkader Amamou, je suis kabyle, de la petite Kabylie, en Algérie. Bonjour, je suis Fatma Badji, j'ai 50 ans, je travaille pour la ville de Saint-Raphaël, j'occupe le poste de directrice générale adjointe. Je suis fille de Harki. Donc je voudrais me présenter avant tout, donc je m'appelle M. Benan Mohamed. Je suis né le 13-7-56 à Morad, c'est en Algérie. Donc je suis d'origine algérienne, donc français. Donc mon père était harki et supplétif de l'armée française. Bonjour, je m'appelle Malika Mida, je suis fille de harki. J'ai vécu avec mes parents au hameau de forestier de Saint-Raphaël. Tu veux expliquer comment tu es rentré en France? Moi je suis un fils de harki et je suis harki même pas. Il est harki, fils de harki. Moi j'ai arrivé le 21 juin 62 à Marseille. Eh ben, pour partir, nous, en fait, moi, dès le cessez-le-feu, j'ai décidé de partir. Parce que je connais leur système, je connais leur hypocrisie, je connais leur comportement. De suite, je le savais que je n'ai pas une minute à perdre à rester là-bas, il faut partir. Et beaucoup de choses sont passées, bon, peu importe. Donc on a été rapatriés en 62. Donc on est arrivé au camp de Rivesaltes. C'était un camp de transit. C'est le camp de Rivesaltes, le maréchal Joffre. Donc on est resté 1 an et demi, conséquent. Puis en attendant des baraquements qui soient construits en urgence. Donc 1 an et demi après, on a été donc rapatrié sur le hameau de Montméan qui se trouve dans le Var. Le souvenir, c'était dur, c'était des tentes, il y avait des tentes, c'était des tentes, donc c'était un camping géant quoi. C'était l'état 56 qu'ils appelaient à l'époque. Donc tout le monde était dans des lits de camp, entassés les uns les autres. C'était dans la précipitation en attendant de rapatrier tout le monde, de les exposer un peu de partout dans tout le pays quoi. Donc nous on a été donc ce camp de Rivesaltes, c'est un camp militaire, donc c'est vraiment c'était comme des vacances, mais c'est pas des vacances, c'était loin d'être des vacances, voilà. Et il nous restait combien, 1 an et demi à peu près. C'est là qu'on a été rapatriés donc sur le hameau de Montméan. C'est l'urgence, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas. Non, c'était en attendant, c'était de patienter que les baraquements soient construits, parce qu'il n'y avait pas de baraquements, hein. Il n'y avait rien. Ils étaient tous entassés là-bas, donc. Je me rappelle surtout, c'était les toilettes qui étaient dehors, là, carrément, au froid. Ah ouais, c'est atroce, voilà, sans chercher le mot. Après l'indépendance en 1962, voilà, mon père est arrivé avec maman en juillet 62. Ils sont arrivés en bateau à Marseille. C'est un officier de l'armée française qui les a embarqués de nuit dans un camion, qui les a amenés d'Algérie vers Marseille. Et ensuite, à Marseille, on les a mis dans un train de nuit, toujours, pour les cacher à la vue de la population. C'est ce que maman m'expliquait, pour les emmener dans un premier temps au camp militaire de Larzac, le fameux camp de Larzac. Et ensuite au camp de Rivesaltes, le fameux camp militaire qui s'est transformé en camp de concentration pendant la guerre en 40 par les Allemands.
Nous étions bien sûr comme l'ensemble des camps de Harki, retirés de la population française, loin de l'école et loin du village. Donc nous devions nous rendre à pied pour aller à l'école, environ un peu plus d'1,5 km, mais quand vous êtes petit et que vous devez effectuer ce trajet 4 fois par jour, c'était très dur, surtout l'hiver. Et alors comment c'était au hameau forestier de Saint-Raphaël? Il n'y avait rien, il n'y a rien de près, on était sur les tentes. Hein. Dans des tentes. Oh, ouais, ça fait des tentes, on a été sur les tentes. Combien de temps que ça restait dans les tentes? Oh, on a resté au moins 2-3 mois. Hein. 2-3 mois, le temps que les baraquements soient montés. Qu'ils soient finis, mais ils ne sont pas finis. Bonjour, je me présente, je suis Alain de Giovanni. Je suis né à Marseille, je vis à Marseille depuis ma plus tendre enfance, c'est-à-dire actuellement depuis 62 ans. J'habitais un quartier très populaire de Marseille qui s'appelle la Belle de Mai, qui était un quartier très mélangé au niveau social, au niveau des immigrés. Enfin, c'était un mélange très intéressant puisque on côtoyait à la fois des immigrés algériens, des petits-enfants algériens, des noirs, des gens de tout niveau social, des enfants d'entrepreneurs, des enfants d'artisans. C'était très mélangé et c'est quelque chose qui a évolué mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la ville a démixé au niveau social et aussi au niveau des gens, quoi. Les gens d'un certain niveau social sont regroupés dans les quartiers sud, très peu de gens sont restés à la Belle de Mai, de niveaux sociaux relativement aisés. Et donc le quartier, après le départ de pas mal d'entreprises et d'industries, s'est paupérisé et est devenu un des quartiers, alors ce qu'on dit, c'est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anouchka Poncé, j'ai 22 ans, j'habite à Beaucaire. Et je suis animatrice dans les écoles primaires. Alors la toute première fois que j'ai entendu parler des harkis, c'était au lycée. J'étais en première et du coup au lycée en histoire géo on étudiait la guerre d'Algérie, donc tout ce qui s'était passé. Et je me rappellerai toujours le jour où mon professeur d'histoire a parlé des harkis pour la première fois. Et du coup, j'avais plusieurs amis, collègues de classe à moi qui étaient d'origine maghrébine. Et quand ils ont entendu parler des harkis, ils ont commencé en classe à dire oui, c'est des traîtres, les harkis, ils nous ont trahis, tout ça. Et ensuite, le prof d'histoire nous a raconté la réelle vie des harkis, du moins ce que moi je pense que c'est la réalité. Du coup, il nous a dit que les harkis en fait, étaient tout simplement des Algériens qui se faisaient kidnapper par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ensuite, qui se faisaient soutirer des informations sous la torture. Donc, ils étaient torturés, ils étaient enlevés de leur famille. Et l'armée française faisait tout pour avoir des informations par rapport au FLN, par rapport à tout ce qui était prévu du côté algérien contre l'armée française. Et ensuite, ces harkis étaient des fois libérés et pouvaient retourner en Algérie dans leur famille ou quoi que ce soit, mais souvent ils étaient rejetés et ils étaient considérés comme des traîtres qui avaient trahi le front de libération algérien. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas, c'était sous la contrainte qu'ils avaient dû trahir leur peuple. Et voilà ce que j'en ai retenu des harkis. L'histoire des harkis, je ne peux pas vous dire quand vraiment a commencé à me parler, parce que ça a été resté secret. Le mot harki, personne ne le connaissait à l'époque. On ne savait pas, quand on dit harki, les gens se grattaient la tête, ils disaient quoi, c'est comme animal, ça combien de pattes, le mot ils ne savaient pas ce que c'était. Ça se connaît maintenant aujourd'hui, mais avant ça ne savait pas ce que le mot harki. Ils disaient c'est quoi harki, ils ne savaient même pas que ça existait dans le dictionnaire. Ils ne savaient pas que c'est le supplétif de l'armée française, ils ne savaient pas ce que c'était. Ce que c'est qu'un harki, ils ne savent pas. Beaucoup pensent qu'un harki veut dire traître, alors que non. Parce qu'harki vient du mot harka.
Donc il veut dire mouvement. Ça ne veut pas dire traître. Moi, beaucoup de gens pensent que harki veut dire traître. Et oui, et non, ça ne veut pas dire ça. Lorsqu'on était à l'école, on était plus grand, au collège et voire au lycée, on ne disait pas qu'on était enfant de harki. Parce qu'on avait souvent nos copains ou nos copines qui étaient aussi d'origine algérienne ou marocaine ou même voire tunisienne, mais c'est surtout le problème se posait avec les Algériens. Si on indiquait qu'on était fils de harki, enfin moi je ne l'ai pas trop caché parce que je suis quand même une grande gueule et que je ne me laissais pas faire, mais souvent ma mère me disait oh, surtout vous dites pas que vous êtes enfant de harki, ils vont vous disputer, ils vont vous insulter. Et effectivement, moi j'ai eu autour de moi des copines qui étaient algériennes et les parents étaient plutôt du côté FLN et moi on m'a fait comprendre au début mais tu sais tu viens pas chez moi, en fait ma mère elle aime pas trop les harkis, moi, vous pensez bien que moi vous me le dites une fois, pas deux. Donc c'est pas une amie pour moi. Donc, mais la plupart du temps c'était quand même bien accepté, mais avec les Algériens, et eux ils nous indiquaient qu'ils allaient au bled tous les étés. Nous on n'avait pas cette possibilité là de retourner. Alors quand on nous demandait mais qu'est-ce que tu fais pour les vacances, tu vas au bled? Alors on trouvait toujours une excuse en indiquant que non, on ne pouvait pas, ou qu'on n'avait pas d'argent, mais non, on n'avait pas cette possibilité de retourner au bled. Alors nous les enfants de harki, nous on est né en France, hein, la plupart d'entre nous on est né en France, donc on est français, hein, on est français, voilà. Mais c'est la question, est-ce qu'ils ont des ressentiments vis-à-vis de nous? Ça je ne peux pas, peut-être pas, je ne sais pas. Alors moi j'ai pas subi en tant qu'enfant directement, je me souviens pas qu'on m'ait traité de fils de traître, mais beaucoup de ce que j'ai entendu ailleurs, ça s'est fait, oui, bien sûr. Il y avait, donc nous on est chez eux, ils avaient une grande ferme, une cour et tout, et tu sais c'est des grandes maisons où toute la famille vit. Il y avait la belle-fille, les fils étaient mariés dans cette grande ferme et ils étaient un peu en contrebas. Donc nous on allait chez eux et moi je me rappelle quand on avait des invitations, ils n'étaient pas avec nous dans la maison. Eux ils restaient un petit peu toujours en retrait. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, j'en parlais à ma fille, à ma soeur qui est l'aînée, qui connaît plus l'histoire. Elle m'a dit mais c'est normal parce que dans leur famille il y avait leur frère ou était harki ou je sais pas quoi. Un des enfants était harki. Donc ils ont été mis à part ou ils sont mis à part. Ça je ne sais pas. Donc Joseph Fournier, là je suis avec Alain Gilberg. Nous sommes tous les deux bénévoles au Centre de documentation historique de l'Algérie. Et là nous sommes dans la grande salle polyvalente du nouveau bâtiment, là, le Conservatoire de la mémoire des Français d'Afrique du Nord, qui est destiné à accueillir le public, à recueillir toutes les archives qui concernent la présence française donc, en Afrique du Nord, et à les mettre à disposition des chercheurs et des gens qui s'intéressent à l'histoire française en Afrique du Nord. Les accords n'ont pas été respectés et c'est un peu le conflit aussi aujourd'hui chez certaines associations militaires françaises. Certaines disent il faut commémorer le 19 mars, d'autres disent non. Parce qu'entre le 19 mars et la fin 62, au-delà du 1er juillet, il y a eu énormément d'exactions commises par le FLN, alors que la France, le 5 juillet, était cantonnée dans ses murs, dans les casernes, et donc n'a pas pu sortir aider la population française. Là, c'est un cas où, je vous disais, il y a à peu près 900 victimes qui ont été tuées ou disparues ce jour-là. Voilà. À travers les archives qu'il y a ici, j'ai pu un peu mieux comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'on n'avait pas toujours les informations, ou même quand j'étais petit, quand il y avait des informations dramatiques, mes parents nous protégeaient, on ne savait pas. C'est vrai que s'il y avait eu des attentats dans le village, ben, j'étais pas au courant.
connu bien plus tard. Le premier panneau de l'exposition sur l'exode des Français et des Harkis en 1962, ce panneau, c'est le panneau des accords d'Évian, époque où l'Algérie était encore française, mais où malheureusement les exactions étaient d'une violence extrême. Et ce panneau présente un tout petit peu, vous avez le témoignage d'un couple qui est revenu d'Algérie, qui avait été obligé de se cacher, qui a été quémandé une autorisation pour sortir d'Algérie, puisque c'était après le 1er juillet 62. Vous avez les discours de M. Jox, vous avez les différents éléments qui ont constitué les accords d'Évian, au terme desquels, bien sûr, l'Algérie est devenue indépendante, l'Algérie et le Sahara. Donc ça, c'est le premier volet de cette exposition. Et là, il y a eu malheureusement la fameuse fusillade du 26 mars à Alger, qui est une fusillade de l'armée française sur les manifestants, donc de l'armée française sur des Français, qui a fait 83 morts. Ça a été quelque chose d'absolument douloureux et qui a fait vraisemblablement basculer les négociations dans les accords d'Évian. Donc voilà un épisode assez tragique que l'on se devait pour lequel on devait porter témoignage. Il y avait beaucoup de violence entre le FLN, l'OAS, les Barbouzes, la nouvelle force locale musulmane. Il y avait beaucoup de confusion et malheureusement ça a abouti à des violences extrêmes dans toute l'Algérie. Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Fatima Hamad, je suis née en Moselle, à Saint-Avold. C'est une petite ville, hein. Donc j'ai grandi là-bas. Mon père était mineur de fond aux houillères de Bassin de Lorraine. Maintenant il est à la retraite. Je suis d'origine algérienne, j'ai la nationalité française. Si on parle des Harkis, moi quand j'étais petite je ne savais pas je ne connaissais pas le mot Harki, je ne savais pas, personne n'en parlait, voilà. On était tous pareils. Nous, on se fréquentait, surtout mes parents, les gens du même village. Voilà, on était plus ensemble, mais quand il y avait une fête ou un mariage, tout le monde était invité, toute la communauté. Donc là, tout le monde parlait à tout le monde, hein, il n'y avait pas de différence. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas ce mot, et Harki, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai appris bien plus tard. Donc là, j'ai découvert que c'était des gens qui, pendant la guerre d'Algérie, hein, ils avaient été dans l'armée française et c'était des supplétifs, comme on les appelait en France, de l'armée française. Bonjour, je suis Isabelle Malartre. Tu es née en Algérie? Oui, c'est ça. Dans quelle... Constantine. C'est mes racines et notre famille était implantée là-bas depuis 4 générations. C'est surtout ce que m'a raconté ma mère, ma grand-mère, toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui ont pu m'en parler. Voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que nous étions vraiment tous proches les uns des autres. On vivait entre amis en fait. Voilà, les Algériens étaient des amis pour nous. Et jusqu'à ce qu'arrive la guerre, il n'y avait pas on vivait en bonne entente, en bonne intelligence. Et on s'enrichissait les uns les autres, on apprenait des uns et des autres. Ça fait plaisir parce que nous étions un village agricole et donc on vivait en totale osmose, famille française et algérienne. Mon père parlait couramment l'arabe, ma mère parlait couramment l'arabe. On vivait
voilà, et en plus, on était retiré de tout centre important, le plus proche étant Sétif à 45 km. Franchement, tout l'engagement des harkis de l'époque, le plus où il y en avait plus d'engagement, c'était 57, 58. Et c'est là où il y avait vraiment 56. C'est là où il y avait vraiment des massacres du FLN dans les populations. Par malheur que vous étiez dénoncé, par malheur que vous avez des règlements de compte avec un membre du FLN, et ben, on vient, on vous massacre, la famille. Par chance, il passe que vous demande que ce soit à manger ou de l'argent, si vous n'en avez pas à leur donner, vous êtes un traître, vous êtes mort. Il s'est passé des choses abominables. La nuit, c'était les FLN qui arrivaient, la terreur dans les villages. Et le matin, c'est l'armée française qui arrivait. C'est pareil. Qui était venu hier soir? À qui vous avez donné à manger? Qui sont ces gens-là? Alors, les gens, la population, ceux qui ont subi vraiment la guerre, c'est les civils, c'est les deux armées contre les civils. Et à un moment donné, les gens, pour sauver leur vie, on va dire, il fallait qu'ils prennent les armes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'était comme c'était le cas chez ma famille. Si après avoir été agressés par les FLN, ils sont venus, ils ont pris 3 membres de ma famille à l'égorger. Par chance, ils ne les ont pas attachés, ils se sont sauvés à 3 h du matin. Et le lendemain, il y avait 8 membres de ma famille qui ont pris les armes pour se défendre. C'est comme ça que ma famille sont devenus des harkis. Puisque je suis née en 59, pendant la guerre d'Algérie, ils avaient regroupé tous les villageois pour faire la chasse au FLN. Donc c'était zone interdite dans notre village, on ne pouvait pas rester dans notre maison. Ils nous ont regroupés dans un village et plusieurs villages. Donc je suis née dans un camp de regroupement en Kabylie. Au départ, en 55, 54, 55, 54, c'était une poignée d'hommes. Il n'y avait pas plusieurs centaines de félagas, on les appelait félagas. Et ensuite, par la terreur, parce qu'ils se réfugiaient dans le bled, dans les villages reculés et autres, et la nuit, ils venaient se nourrir dans ces villages, et ils menaçaient les populations en leur disant « si vous parlez, on viendra vous tuer, on enlèvera votre mari, vos enfants ». Voilà, donc clairement, la population n'a pas eu tellement de choix, ce qui a amené après le gouvernement français à travers les SAS. Les SAS, ce sont les sections administratives spécialisées. C'était des militaires qui avaient le statut civil et militaire. Donc ces gens-là avaient la tenue militaire, mais ils rapportaient au préfet en Algérie et à l'administration, et ces gens-là ont eu pour but d'aller aider les populations qui étaient éloignées. Mais malgré la pression du FLN, ils arrivaient à maintenir un équilibre précaire. Ceci dit, vers la fin, dans les années 61, l'Algérie a créé ce qu'on appelle les 1000 villages. Et en fait, ils ont déplacé les populations qui habitaient tout à fait dans des coins reculés de l'Algérie vers des centres-villes pour les soustraire aux exactions du FLN, entre autres. Et puis leur donner une qualité de vie un peu salubre, parce que dans la campagne, moi j'habitais dans le Constantinois, un tout petit village, toutes les maisons n'avaient pas l'eau à demeure. C'était donc voilà, donc on a créé ces villages pour les soustraire de ces risques vis-à-vis du FLN. C'était un peu trop tard quand ça a été fait. Malheureusement, ça n'a pas eu d'effet. Après, quand il y a eu cessez-le-feu, c'est pas les FLN qui ont défilé, qui ont fait tout ça là. Hein. Ils sont venus du Maroc et d'Égypte. Ils sont venus de là-bas. C'est pour ça que c'est l'indépendance en Algérie, elle était
complètement détourné. Il était gouverné par le gouvernement, qu'est-ce qu'on appelle, de Oujda. Eh oui. C'est ceux qui sont au Maroc, qui sont descendus, sans tirer un coup de fusil, sans rien. Ils sont arrivés avec les camions, avec le matériel, avec les musiciens, avec les fanfares et tout ça. Là, ils ont fait la fête. Mais les FLN, les vrais, ils les ont tous tués. Tous les membres du FLN, là, ils les ont tous tués. Khidar, tout ça, là. Ben Bella, il était obligé de se sauver avec Aït Ahmed, là. Mais les autres, ils sont tous fait tuer. Eh oui. Ces souffrances n'ont pas diminué avec le temps. Elles n'ont pas diminué. Les souvenirs ont été vifs tout le temps. Hein, et ces souvenirs ont été racontés aux enfants et voire aux petits-enfants. L'État français, en fait, a construit ces camps à l'extérieur des villes de la population française, hein, pour éviter de nous mélanger, en fait. Alors, je ne sais pas de quoi l'État avait peur, mais en tout cas, ça ne contribuait pas à notre assimilation. Voilà, si c'était la volonté de la République de nous assimiler, hein, de nous considérer comme des Français à part entière, en tout cas, ce n'était pas le cas du tout dans les années 60-70. Les gens qui étaient dans les camps, alors le ministère des anciens combattants explique en effet que les gens qui sont inclus dans cette loi, la période prise en compte, ça sera de 1962 à 1975, date officielle, donc 31 décembre 1975, date officielle où l'État a fermé les camps. Mais ça, c'est sur le papier. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit au début, les camps, les gens sont restés dans les camps pendant encore plusieurs années. Plusieurs années. Ce qui a fait du bien, c'est les associations harkis qui sont construites. Il y en a, je pense qu'il y en a au moins 500 dans toute la France. Et à travers ça, et là où j'ai commencé à comprendre, c'est quand je me suis investi dans les associations, comme ça, rencontrer les gens, en parler. Et c'est les gens eux-mêmes qui m'ont fait comprendre vraiment l'importance de la guerre d'Algérie et des souffrances qu'il y a eu vraiment. Je suis mariée, j'ai eu des enfants. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux associations. Et donc, je suis allée dans une association d'harkis où ils m'ont demandé d'apporter de l'aide. Et donc, j'ai commencé à apporter de l'aide et c'est là que j'ai appris vraiment mon histoire, en fait. Je connaissais la mienne personnellement, mais pas toute l'histoire des harkis. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, depuis 2005, je milite en tant que présidente de l'Union des harkis. On n'a jamais quitté ce camp, mais c'est vraiment quand j'étais à la fin du CM2 où on s'est dit pourquoi on est parqués, différents des autres, à l'extérieur du village, et on a posé la question à nos parents et on nous a dit oh, c'est comme ça, la France a décidé de nous mettre là, mais sans aucune réelle explication. C'est par la suite, quand on est devenu plus grand, où on avait vraiment la réflexion qui était bien développée et on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est passé par ce camp-là, c'est pas juste. Moi je trouve aussi que c'est pas normal que la guerre ait duré 7 ans, 8 ans. Et donc j'ai appris par mes recherches, comme j'ai écrit un livre, qu'en fait le gouvernement français est en train de faire la bombe atomique dans le Sahara. Il attendait que la bombe atomique soit finie. Donc il a laissé faire la guerre pour après donner l'indépendance. Alors qu'il aurait pu arrêter la guerre bien avant. Il y aurait eu moins de souffrances, moins de massacres. Quand même, le gouvernement français de l'époque est quand même pour quelque chose. Il y aurait eu moins de morts, hein. Oui, il y aurait eu moins de morts. Parce que la France, et il y aurait peut-être eu un arrangement aussi avec tous les pieds noirs qui auraient pu rester là-bas. C'est dur à le raconter, mais c'est des choses que j'ai vues, moi, des choses, c'est abominable. Qu'eux, ils ont fait. Par contre, les Français, les officiers français, ils ont bien avoué, ils ont dit qu'ils ont torturé les gens. Ils ont tué les gens. Mais eux, rien. C'est eux qui ont fait plus de massacres dans la population. Ils se considèrent toujours comme des saints, des libérateurs. Ils n'ont rien libéré. La France, elle leur a donné le pays parce que j'ai bien expliqué tout à l'heure qu'il doit libérer tous les pays colonisés
fallait le faire. De Gaulle il l'a fait. C'est la preuve. Pendant qu'ils égorgeaient des milliers de harkis avec leurs enfants, avec leurs femmes, les bombes atomiques, ils n'arrêtaient pas d'exploser dans le désert en Algérie. Toutes les armes nucléaires, les premiers surtout, ça a été passé à Alger, dans le désert algérien. Et les Algériens ils croyaient que c'était des pétards qui pétaient là-bas, alors que c'était des bombes atomiques. Regarde. Tout l'Algérie maintenant, il est contaminé. Gaston Defferre à l'époque, qui était maire de Marseille, il a renvoyé 3 bateaux de harkis là-bas. Il a renvoyé 3 bateaux. Ils sont arrivés là-bas, ils les ont tués dans le bateau. 3 bateaux, il a renvoyé. Gaston Defferre, le maire de Marseille. Et Mesmer, le ministre des Armées, lui, il a envoyé un télégramme carrément à l'Algérie en disant tous les officiers qui ont désobéi aux ordres, qu'ils ont fait rentrer les harkis en France, il sera sanctionné. Voilà. Alors, je ne sais pas les capitaines, mais ce qui est sûr, c'est que M. Mesmer, ministre des Armées, lui, avait donné ordre à ses officiers de ne pas ramener leur harka et de ne pas ramener les morazni pour les sas. Donc vous aviez des officiers de marine qui n'ont pas osé outrepasser ces ordres, et vous avez des officiers de marine et des capitaines ou de compagnies privées qui n'ont pas hésité, eux, à surcharger leurs bateaux pour arriver à rapatrier le maximum de monde. Il faut dire qu'à Oran, par exemple, après le 5 juillet, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui ont vécu sur le port, jour et nuit, dans l'espoir de prendre un bateau, mais il y en avait très peu, quasiment pas. Donc ces capitaines ont été des capitaines très humanitaires et ils ont laissé parler leur cœur humain, humanitaire, plus que leur cœur de respect administratif ou militaire. Par chance, parce qu'on a empêché les gens d'embarquer. Il y avait beaucoup de harkis qu'on a cassé leurs doigts, qu'on les a empêchés de monter dans les camions. On les a abandonnés comme la politique de l'époque, c'était vraiment abominable. J'ai jamais vu un pays faire une chose pareille. Et bien sûr, la quasi-majorité des Français est partie dans les semaines qui ont suivi, en laissant absolument tout, n'ayant parfois qu'une valise en guise de bagage. Donc abandonner une vie complète, laisser sa maison, ses biens, et partir, y compris en laissant ses affaires et autres, c'est quelque chose de très traumatisant. Et ça a touché 1 million de Français à peu près. Ah ben ici ça a été très difficile. Ma mère était dans les postes, donc elle a trouvé du travail au chèque postaux à Marseille. Mais l'accueil ici a été très, très ingrat. On a été beaucoup critiqués, on était rejetés. Voilà. On avait l'impression de ne pas être à notre place ici, alors qu'on était français, on ne nous considérait pas comme des Français. On a tout laissé, mes parents ont tout perdu. Ils avaient un appartement, mon oncle et ma tante avaient une grande ferme avec une production agricole, ils ont tout perdu aussi. J'ai un souvenir qui me remonte du frère que j'ai perdu et auquel j'étais très attachée. Il n'arrivait pas à trouver de travail, c'était un très très beau garçon. Hein. Et il en voulait à mon père. Et un jour, personne ne tenait tête à mon père parce qu'il était extrêmement... c'était vraiment le chef de famille, on craignait, je veux dire, il a un regard encore aujourd'hui très... très perçant, donc je veux dire, quand il vous regarde, il vous fait les gros yeux, vous avez beau être âgé de 50 ans ou plus, vous craignez votre père encore aujourd'hui. Et nous, il ne levait jamais la voix. Son regard suffisait dès petit à nous remettre sur les rails. Et mon frère lui a tenu tête un jour en lui disant ils se sont
gravement disputé, j'étais petite et il lui disait mais pourquoi tu as fait ce choix de nous avoir amenés dans ce pays qui nous déteste? Tu vois bien qu'on est malheureux, ils nous traitent de sales arabes, tu t'es sacrifié pour ce pays, sacrifié pour ce drapeau et regarde comment on est considéré, papa. Et je n'admets pas ton choix. Et ça a été terrible. Mon père, il n'a rien dit. Voilà, après c'était difficile parce que nos parents, ils n'ont pas été intégrés, donc ils continuaient à parler l'arabe. Et nous, pour nous, les enfants, ben, à la maison c'était l'arabe, il n'y a qu'à l'école qu'on pouvait un petit peu, qu'on apprenait le français. Mais c'était quand même assez difficile. On n'avait pas d'aide de devoirs. Voilà. Il y avait de la joie malgré très peu de moyens, très peu de confort, voire pas du tout. Mais nous étions plus ou moins heureux d'être ensemble et de jouer tous ensemble. Et nous avions aussi cette chance d'aller à l'école et de partager nos connaissances avec nos anciens camarades français, enfin comme nous, hein. On était tous français, mais avec les Européens. Donc j'ai des souvenirs aussi d'un instituteur qui m'est très très cher. Je le dis souvent quand je parle de Francis Gelsomino et de Raymonde, sa femme. Deux personnes qui m'ont guidée sur le droit chemin et qui nous ont apporté beaucoup de bienveillance et qui ont permis à l'ensemble des enfants de Harki de pouvoir se cultiver et de pouvoir travailler correctement à l'école. C'est une personne qui nous a mis sur le droit chemin, vraiment. Il y avait, moi je dis souvent qu'il y avait Camus qui avait son instituteur, et ben nous, on avait Francis Gelsomino, c'était une chance de l'avoir à nos côtés. Et, ils avaient une classe à part entre eux. Et quand elle est arrivée avec Dr Jérôme Combert, elle a été visiter l'école, elle a trouvé ça, elle a dit ça, je ne veux pas, à partir de demain, tout le monde ensemble. Mais ils amènent les enfants des Harki à part. Oui, dans beaucoup d'endroits, ils étaient à part. Oui, mais pas beaucoup. D'ailleurs, l'école, c'était le seul sujet, c'était le, comment dire, la seule façon de nous en rapprocher de la société française, hein, je dirais, de nous assimiler, parce que nos parents ne parlaient pas français, très peu. Ils savaient ni lire, en tout cas mes parents ne savaient ni lire ni écrire, hein, c'était des paysans. Hein. Et mes enfants, ils sont français, point barre. Ils ont pas jamais dit... Ils veulent même pas entendre parler. Non. Ils le savent tout. Je leur ai tout expliqué. Ils connaissent toute notre histoire. Mais en connaissant l'histoire, ils regardent ce qui se passe aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui. Ils me disent, mais c'est impossible quand même. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que je connais pas spécialement notre histoire. C'est un peu tabou d'en parler, c'est compliqué. Moi j'en parle maintenant. Parce que déjà il faut te connaître, on ne connaît pas tout. Mon père ne parlait pas, ma mère parlait un petit peu plus, probablement qu'ils avaient un discours, un échange, mais je n'ai jamais été invité à la discussion. Et surtout pas par lui, il était mutique complètement par rapport à cette période de sa vie. Tous les hommes de sa génération appelés sous les drapeaux, à l'époque, passaient 2 ans pendant la guerre d'Algérie, 2 ans, parfois plus. Lui avait des lunettes, des diplômes, on lui a dit tu t'occuperas de l'école et on l'a envoyé au titre du service d'action psychologique qui n'était autre que la propagande de l'État français, bien sûr. Cette guerre qui avait 2 noms, guerre d'Algérie ici, guerre d'indépendance là-bas, a laissé probablement beaucoup plus de traces sous cette appellation de guerre d'Algérie en France, chez les anciens combattants qui l'ont faite, et qui ont été obligés de la faire, ceux qui sont partis contre leur gré. Jean-Pierre Arregui était antimilitariste, profondément hostile à toute forme de violence et pour l'indépendance de l'Algérie. L'histoire des Harkis, je l'ai découverte à travers la lecture de monographies qui traitent de la guerre d'indépendance et de la guerre d'Algérie. Donc ça date des années 90. Oui, ce qu'on voit dans la guerre d'indépendance, c'est qu'une frange de la gauche française, l'extrême gauche, je dirais, et une frange
des chrétiens progressistes, je pense à Témoignages chrétiens par exemple, ont soutenu la cause de l'indépendance pour des raisons diverses. Aussi bien en France d'ailleurs qu'en Algérie. En Algérie, il y a par exemple le parti communiste algérien, composé d'Algériens et de Français, qui ont également soutenu la cause de l'indépendance. Bon, des raisons diverses, bien évidemment, mais en général, on peut dire que c'était une cause pour la libération d'un peuple de disposer d'eux-mêmes, et c'était une cause émancipatrice. Je vous assure, s'il y avait les droits sociaux pour les Algériens comme les Européens qui vivaient là-bas, il n'y aurait jamais eu la guerre en Algérie. Je vous dis honnêtement, il n'y aurait jamais eu la guerre. Parce que les droits sociaux pour les Algériens, ça n'existe pas. Maintenant, je pense qu'il faut laisser la parole à ceux qui l'ont vraiment vécu. Et il y a eu quelques reportages à la télé aussi, mais je pense qu'il y a des témoignages encore à faire pour que la population sache quel était cet exode, parce qu'ils ont quand même été exilés aussi, eux, et doublement, puisqu'ils ont perdu leur patrie. Ouais. Parce que dans la vie, il ne faut pas s'attendre à une chance ou n'importe quoi. Dans la vie, on fait des choix. Et ces choix qu'on fait à tout moment, c'est incombe de chaque personne. Ouais. Et moi, je suis très, très content du choix que mes parents ont fait. Les tombes de mon grand-père et de mon oncle ont été saccagées et il y a eu le bulldozer qui est passé dessus. Nos amis algériens qui nous ont envoyé des photos, qui nous ont tenus au courant. Et c'est comme ça qu'on l'a appris. Donc du coup, après tout ça, j'ai pas eu envie, moi, d'aller voir. Peut-être qu'un jour j'irai, je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir, mais je préfère garder le souvenir de ce qu'on m'a raconté, de la belle époque, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui se passe là-bas, c'est malheureux pour, je vais dire pour les Algériens, parce qu'attention, les Algériens, quand je parle d'eux, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a des Algériens, ils sont vraiment super. Et c'est des gens sincères. Mais il y avait une minorité, un certain noyau, qui pourrissent le pays. Voilà. Oui, il manque juste un peu la reconnaissance. C'est vrai que cette reconnaissance qu'on court depuis 60 ans, et j'en veux beaucoup moi, c'est à l'État français. C'est beaucoup à l'État français que j'en veux. C'est pas l'État algérien aux Algériens ou à quiconque, c'est à l'État français. L'État français, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le courage et la sincérité de prendre en charge et d'avoir cette reconnaissance. Le fait de mieux connaître l'histoire, ça permet de mieux la comprendre ou de mieux l'expliquer aux enfants. Parce que des fois, il faut voir que dans l'éducation qu'ils reçoivent, on parle mal de façon incomplète ou de cette histoire de la présence française en Afrique du Nord ou même dans les colonies. C'est bien aussi d'expliquer l'engagement des harkis parce qu'il y a plusieurs cas d'engagement. Donc voilà, on ne peut pas généraliser. Et c'est ce que les populations et françaises et algériennes regrettent parce que et ça démontre que le FLN était réellement une petite portion politique qui a semé le trouble et qui a rompu un équilibre qui aurait pu perdurer de manière très positive, je pense en tout cas. Mais on ne refait pas l'histoire, hein. Malheureusement. Je suis choqué de les voir manifester aujourd'hui des femmes dans la rue qui disent on est gouverné par des harkis, la France il nous gouverne encore. Qu'est-ce qu'il en a à faire la France là-bas? Il n'a rien à faire. Les harkis, ils sont partis. Ceux qui sont restés là-bas, ils les ont assassinés. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là? Et à Marseille, toujours je sais que les Algériens, enfin, les gens d'origine algérienne ont toujours fait partie de la ville. Toujours. C'est vieux, hein.
c'est vieux. Oui. Ouais. Je sais que mon père m'a toujours dit que le quartier de Sainte-Barbe, c'était le quartier algérien, quoi, de Marseille. Et pour te dire, moi, les premières révoltes harkis a dû être... Moi, je me rappelle d'un camp qui était sur la route des Alpes, près de Luynes, en dessous de Luynes. Et donc, c'était une route nationale, et à un moment, il y avait un camp, ils se sont révoltés, et ils ont bloqué la circulation. Il y a eu les CRS qui sont montés. C'était dans les... Je crois que ça devait être dans les années... fin des années 70, début des années 80. Et ça remontait à peu près presque 20 ans après qu'ils soient venus à Marseille. Hein. Donc ils ont traîné longtemps dans des camps, des situations lamentables. Voilà. Avant qu'on prenne conscience qu'ils avaient besoin d'aide, quoi. Parce qu'on les avait laissés traîner dans des situations d'abandon total. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le chef d'État, le président Macron, il y a une petite avancée sur la communauté harki avec cette loi qui est en train d'être rédigée. Donc déjà, moi j'ai trouvé son discours vraiment très bien, tourné vers le pardon, mais ça ne suffit pas bien sûr à l'heure actuelle, pas du tout. C'est vrai que j'avais un choix difficile à faire entre la peste et le choléra, mais vu l'histoire d'aujourd'hui, comme elle est déformée, comme elle est racontée, je suis là pour le dire la vérité et je mens pas. Notre histoire, c'est l'histoire de France, hein, puisque l'Algérie était française et les harkis, nous faisons partie de l'histoire de France. Donc il faut que notre histoire soit connue et que ce ne soit pas déformé. C'est pour ça qu'on écrit des livres.